Vous venez de publier un chiffre d'affaires en croissance de 3,1% pour le premier trimestre 2025. Ça ne veut pas dire que les perspectives sont flamboyantes ou que c'est facile pour la suite, mais comment on s'en sort, comment on continue à réussir à continuer de vendre? On continue de vendre parce que nos clients continuent à produire, c'est quand même la bonne nouvelle. En tout cas, sur le premier trimestre, la production a été plutôt dynamique. Et puis parce qu'on a eu une stratégie depuis plusieurs années de se diversifier géographiquement, donc dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde, avec tous les clients, les traditionnels, et puis avec les constructeurs automobiles qui marchent bien actuellement, qui sont les nouveaux arrivants. Donc c'est le résultat de cette stratégie de ces dernières années, d'être mieux équilibré pour affronter un marché qui se transforme, qui se matérialise dans les chiffres du premier trimestre. Justine, du côté de l'ensemble du secteur, chez les équipementiers automobiles, le contexte est un peu morose. Morose, c'est le cas de le dire. Hein. La filière des équipementiers français dit même que la filière peut disparaître, que 10 000 emplois sont menacés en France. Est-ce que vous partagez cette inquiétude, Laurent Favre? Alors, ça dépend de la taille des équipementiers. Quand on parle des petits équipementiers, il faut garder en mémoire que l'année dernière, en France, on a produit aussi peu de voitures qu'en 1962. C'est-à-dire qu'on est en 2024 au niveau de 1962. La baisse de la production française, c'est 40% depuis 2019. Donc les petites entreprises qui n'ont que le marché français, j'allais dire, pour vivre, évidemment, sont en très, très, très grande difficulté. Donc la France, moins 40% par rapport à 2019, l'Europe, moins 20%, alors que le marché mondial est plus ou moins stable par rapport à 2019. Ça montre un décrochement de la France et de l'Europe. Et donc, pour les petites entreprises qui sont 100% françaises, évidemment, une souffrance très, très importante. Mais nous, la France, ça représente 5% de notre chiffre d'affaires. C'est 2% du marché mondial. Mais donc, notre plus gros pays, c'est les États-Unis. On est très présent partout dans le monde. Donc, ça nous permet d'amortir ces difficultés qu'il y a actuellement en France et en Europe. Aux États-Unis, 12 usines. En Chine, 37 usines. Comment vous voyez la guerre commerciale aujourd'hui? Vous êtes présent dans les deux pays. Est-ce qu'il faut choisir son camp? Comment vous voyez ça? Non, je pense qu'il ne faut pas choisir son camp. Nous la guerre commerciale, comme tout ce qui est des frontières au libre-échange, on pense que c'est négatif pour l'économie de façon générale. Ça dépasse même l'automobile. La croissance mondiale, la possibilité d'avoir des produits technologiques qui sont accessibles pour un plus grand nombre, ça passe par zéro barrière douanière, j'allais dire, donc par le libre-échange. C'est ça qui a fait quand même un modèle qui a réussi ces dernières années. Donc on voit un risque, évidemment, sur l'économie de façon générale. Mais vous êtes touché, vous, directement ou pas? Parce que puisque vous produisez local. On est très peu touché directement, parce qu'aux États-Unis, on fait 2 milliards de chiffre d'affaires, on produit 90% de ce qu'on vend aux États-Unis. Donc nos produits ne passent pas la frontière. Franchissent pas la frontière. Par contre, on sait que nos clients, quand un client américain produit un véhicule américain, un gros pick-up américain, même si le produit aux États-Unis, il est obligé d'importer des pièces qu'on ne trouve pas aux États-Unis, des écrans par exemple pour les voitures, et tout ça fait que sa voiture aujourd'hui lui coûte 5 à 10 000 $ de plus à produire. Et donc c'est pas un prix qu'ils peuvent répercuter au consommateur final, sinon les gens vont plus acheter de voiture, ils rognent sur leur marge et c'est pas pérenne. Donc on est content du premier trimestre, on voit que le deuxième trimestre devrait être solide et il y a une grosse incertitude sur le second semestre de par l'augmentation du coût finalement de l'automobile, mais de tous les biens dans le monde, et donc un risque fort que l'économie ralentisse. Justine, quelques jours seulement après l'élection de Donald Trump, vous disiez vouloir accélérer aux États-Unis, ouvrir des usines. C'était vraiment le rêve américain d'Opimobility. Est-ce qu'aujourd'hui, vous tenez toujours le même discours? Alors, ce n'était pas lié à l'élection de M. Trump. Non. Non, c'est simplement... les États-Unis, c'est un grand marché, l'Amérique du Nord, un marché qui est beaucoup moins régulé que le marché européen, beaucoup moins de contraintes réglementaires. C'est pour ça que c'est un marché qui est plus dynamique que ce qu'on a en Europe depuis quelques années. Et puis, c'est un marché aussi avec énormément d'acteurs de la tech. Quand on parle de véhicules autonomes, on pense au coup d'après, quand on a une entreprise comme la nôtre et pas simplement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est les véhicules autonomes arriveront aux États-Unis et en Chine. Donc c'est pour ça qu'on avait dit et qu'on continue à dire, il faut qu'on augmente notre présence aux États-Unis, en Amérique du Nord, comme ce qu'on fait en Chine, parce que c'est là que la révolution de la mobilité se passe, et c'est parce que là qu'OPmobility veut croître et accompagner ses clients, les traditionnels et les nouveaux arrivants, pour justement développer cette nouvelle mobilité.